Votre voix en lumière, quand l'intuition devient direction. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Votre voix en lumière, quand l'intuition devient direction. Dans cet épisode, je vais toute seule au micro et j'avais envie de faire quelque chose de spécial pour Octobre Rose. Et en fait, tout naturellement, j'ai eu envie de vous raconter mon Octobre Rose, à moi. Je vais vous donner un petit peu de contexte par rapport à mon lien avec Octobre Rose. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que ma grand-mère et ma tante maternelle ont toutes les deux eu des cancers du sein. Et elles en sont toutes les deux décédées, malheureusement. Et ça a toujours été quelque chose un peu en moi de me dire, bon, il y a quelque chose dans la famille par rapport à ça, on est vigilante, on est surveillée, on est en veille par rapport au cancer du sein dans la famille. Il y a quelques années de ça, je fais des massages avec une socio-esthéticienne. Alors là, elle fait des massages bien-être et elle me parle de son activité de socio-esthéticienne. Et la socio-esthétique, c'est d'accompagner les gens qui ont justement des maladies ou des personnes âgées à prendre soin d'elles. Et lorsqu'elle me fait le massage, parce qu'elle a beaucoup de ressentis subtils quand elle est en contact des gens, elle me dit, ça ne te dirait pas de travailler toi aussi avec les personnes qui ont eu un cancer ou qui ont un cancer. Et là, il y a quelque chose qui s'allume en moi. C'est pas vraiment un déclic, mais c'est un peu comme on peut imaginer l'ampoule qui s'allume au-dessus de la tête. J'ai plutôt ce ressenti-là. Et l'émotion qui monte. Donc je me dis, oui, ça me parle vraiment. Donc on commence à réfléchir ensemble à comment moi je peux travailler avec elle, éventuellement, qu'on fasse des partenariats. Moi, à l'époque, je suis en train de faire ma formation en coaching. Et l'idée fait le chemin. Et au final, mon mémoire de coaching sur mon rapport de professionnalisation, ça va être comment accompagner avec le coaching les personnes qui retournent au travail après un arrêt longue durée, et notamment suite à la maladie. Je rencontre quelques personnes dans le cadre professionnel qui sont passées par le cancer et qui m'expliquent un petit peu leurs difficultés à retourner au travail, le brouillard mental dans lequel on peut se trouver, les pertes cognitives qu'on peut expérimenter suite à de la chimiothérapie notamment. Donc voilà, je pars vraiment là-dessus. En 2022, je crée Lighthouse Coaching. Je pars à fond sur ce sujet-là dans mes accompagnements. Comme je l'ai déjà mentionné dans mes soirées réseau, je parle de ce type d'accompagnement et je vois que les gens sont très réceptifs parce que c'est pas quelque chose de courant. Il faut pouvoir être à l'aise de parler de la maladie et de la mort aussi potentiellement. Et donc, ok, c'est mon projet. J'ai envie aussi de pouvoir accompagner en groupe. Mais pour l'instant, c'est à l'état d'idée. J'ai le livre Anti-cancer de David Servan-Schreiber que j'ai dans ma bibliothèque depuis des années, que je n'ai jamais ouvert, que je n'ai jamais lu. Je le lis, je découvre les préceptes, ce qu'il partage dedans, et je découvre notamment par ce livre le créateur d'un centre aux États-Unis, en Californie. Je vais sur le site et là, je découvre qu'il forme des healing circles, donc qui sont des cercles de parole, notamment pour les personnes qui ont eu un cancer. Et là, je me dis, waouh, c'est exactement ce qu'il faut que je fasse. C'est une formation qui est gratuite, tout est en anglais, mais moi, ça ne me pose aucun problème. Je me forme à cette pratique. Je trouve ça très intéressant, avec une approche extrêmement humaniste. Moi, j'ai déjà mon bagage de coach, c'est une posture qui me convient très bien. Et je commence à rejoindre un cercle en français pour voir aussi un petit peu comment ça se passe et à proposer de co-animer le cercle de temps en temps. Et septembre 2022, je dois faire ma mammo de contrôle parce que vu les antécédents de cancer du sein dans ma famille, bien évidemment, il faut que moi aussi je sois suivie. Bon, j'y vais à reculons. J'en avais fait une à mes 40 ans, tout allait bien. Je dis bon, allez, elle m'a donné l'ordonnance, j'y vais, mais bon, pas trop motivée. Je fais ma mammo. Et j'arrive ensuite dans le... Donc déjà, il faut reprendre des clichés parce qu'ils ne sont pas sûrs, tout ça. Ok, donc déjà, le stress commence à monter. Je vais ensuite faire l'échographie. Et là, elle me dit, écoutez, il y a des microcalcifications. Il va falloir faire une macrobiopsie sous stéréotaxie. Et
Et là, je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'entends juste biopsie. Donc là, tous les voyants commencent à s'allumer chez moi. Je me dis, mais non, c'est pas possible, je me sens en pleine forme. Voilà, ça reste sûrement rien. Bon, je vais quand même faire la macrobiopsie sous stéréotaxie. Non sans appréhension, parce que moi j'ai peur. Voilà, j'ai toujours peur d'avoir mal. Alors que pourtant je suis pas du tout douillette, mais j'ai toujours peur d'avoir mal. Et je fais la biopsie en octobre. On est en octobre 2022. Et pas de nouvelles. Voilà, ça prend un petit peu de temps, les résultats, tout ça. Et début de novembre 2023, je crois qu'on était le 8 novembre, je ne me rappelle pas de la date exacte, mais en tout cas, je sais que je suis dans ma douche. J'ai mon médecin généraliste qui m'appelle. Et là, je sors de la douche, je prends l'appel en urgence. Et elle m'appelle en me disant, Madame Naudin, les résultats sont pas bons. Vous avez une tumeur. Donc là, alors là, on prend le maillet qu'on me frappe sur la tête, le maillet d'1 tonne. Je me sens vraiment étourdie complètement. Elle me dit, écoutez, venez cet après-midi, on va en reparler, pas d'inquiétude. Voilà, ok, très bien. Donc là, tout de suite, je suis à la maison. C'est peut-être même avant, parce qu'on est pendant les vacances de la Toussaint. Je suis à la maison, mon mari est là. Et je lui ai dit, écoute, les résultats sont pas bons. Cet après-midi, on va chez le médecin, tu viens avec moi. Et au final, je vais chez le médecin l'après-midi. Bon, il se passe que quelques heures entre l'appel et le moment où je vais chez le médecin. Et elle m'explique que c'est une tumeur à un stade très précoce, que le pronostic est excellent. Voilà, donc je sors de là en disant, comment je vais dire ça à ma mère? C'est pas comment je vais dire ça à mes filles, comment je vais l'annoncer ou quoi, parce que mon mari est avec moi, donc voilà, bon, on est fixé, hein, et puis moi je comprends le mot tumeur, je sais tout de suite ce que ça veut dire, hein. Et vraiment, je me dis comment je vais dire ça à ma mère, étant donné que sa mère et sa sœur étaient décédées d'un cancer du sein, donc je savais que pour ma mère, ça allait être un choc émotionnel important. Et je reste avec cette question parce que je me dis c'est quand même assez intéressant que plutôt que de me poser la question de comment je vais le dire à mes filles, c'est comment je vais le dire à ma mère. Mais bon, j'entre à la maison, je le dis à mes filles, voilà, je leur dis que ça va être juste une opération, potentiellement, il y a un peu de radiothérapie derrière, qu'en tout cas, a priori, on parle là-dessus. Et voilà, mais information difficile à digérer, donc j'appelle. Je sais plus dans quelle ordre j'appelle, je crois que j'appelle ma sœur en premier, j'appelle mon père, j'appelle ma mère en dernier, je crois. Parce que je savais que ça allait être le plus dur. Enfin, je sais plus dans quel ordre exactement, parce qu'on est dans un espèce d'effet état second dans ces moments-là. Et après, se pose la question aussi, parce que mon médecin me dit, où est-ce que vous voulez être suivi? Je lui dis, est-ce qu'il y a possibilité d'être suivi à Fontainebleau? Elle dit, non, moi je vous recommande quand même d'aller dans des grands instituts, donc ou Marie Curie à Paris ou Gustave Roussy à Villejuif. Du coup, j'appelle une amie qui a travaillé de nombreuses années avec ces instituts parce qu'elle analysait les tumeurs. Donc du coup, je lui annonce la nouvelle et je lui demande ce qu'elle me recommande. Elle me recommande Gustave Roussy. Élodie, si tu m'écoutes, encore un grand merci pour ta présence à mes côtés et les longs trajets jusqu'à Villejuif, parce que quand on habite en Seine-et-Marne et on a des rendez-vous tôt le matin, je peux vous dire qu'on passe du temps dans la voiture. Mais j'ai été en bonne compagnie pour passer ce temps-là. Et donc, je fais les rendez-vous, je vais à Gustave Roussy, je fais les rendez-vous. Et quand on arrive à Gustave Roussy, on a quand même un ressenti qui est très curieux parce qu'on se dit, toutes les personnes qui sont là ont un cancer. Toutes. Et c'est là qu'on voit qu'il y a des personnes qui sûrement ont un petit carcinome, parce que moi c'était ça, c'était carcinome, hein, le nom, qui peut être un grain de beauté qui est un peu dégénéré, mais qui n'est pas infiltrant. Et puis il y a des personnes qu'on voit qui sont vraiment très très mal, ça se voit tout de suite. Et c'est très curieux d'arriver dans cet endroit parce qu'on se dit, wow, on est tous dans la même galère, hein. On est tous dans la même galère. C'est vraiment très particulier. Et donc, je fais premier rendez-vous, c'est une écho, parce qu'ils veulent vérifier, faire une échographie un peu plus poussée pour vérifier ce
qui se passe exactement et s'il y a une atteinte des glandes. Je fais l'examen et là, la technicienne, elle me dit: «Ah mais vous, c'est pas un vrai cancer que vous avez?» Et je dis: «Oui, c'est un bébé cancer». Elle dit: «Oui, c'est ça, un bébé cancer». Donc je sais pas comment trop le prendre parce que du coup, je veux pas minimiser que c'est quand même un cancer. Mais en même temps, je me dis: «Bon, c'est quand même hyper rassurant» parce que je pense que de toute façon, par rapport à ce qu'elle voit à longueur de journée, moi, en effet, c'est rien, c'est rien. Mais le vécu est quand même là. Donc je fais ce premier rendez-vous, il y a ça qui se passe. Ensuite, en fait, je vais même pas voir d'oncologue parce que étant donné que c'est un cas très simple, je vais avoir le chirurgien qui, me parle de l'opération, qui me dit: «Bah, voilà, on va enlever la tumeur a fait telle taille, c'est petit, hein. Voilà comment on procède, comment ça se passe. De toute façon, tant qu'on n'a pas fait l'opération, a priori, il y aura pas besoin de chimiothérapie, mais tant qu'on n'a pas fait l'opération, qu'on n'a pas analysé la tumeur, je peux pas vous le confirmer à 100. Mais normalement, le traitement pour ce type, de cancer, c'est tumorectomie, donc ablation de la tumeur et radiothérapie par la suite. Juste avant Noël, parce que je me fais opérer le 30 décembre, hein, je choisis, bien la période bien sympathique, hein. J'y vais, juste avant Noël, parce que du coup, ils posent des clips de repérage, avant l'opération et le 30 décembre, de bonne heure le matin, je vais pour, faire, l'intervention. C'est sous anesthésie générale, mais c'est en ambulatoire, donc j'arrive le matin, je ressors l'après-midi et moi, comme à mon habitude, je suis prête, je suis avec ma blouse et on est plusieurs personnes comme ça à se préparer pour aller au bloc. On va au bloc, en fait, c'est drôle parce qu'on marche. Enfin, moi, j'ai marché jusqu'au bloc pour mon opération. Je me suis installée toute seule sur la table d'opération et je faisais des blagues, en fait. Parce que c'est mon mécanisme de défense pour gérer mon stress. Donc, je faisais des blagues où j'essayais de détendre l'atmosphère avec les autres personnes et tout. Après, voilà, je me réveille de la chirurgie dans le coltard. Elle dit: «Bah, je sais pas où vous étiez, madame Nodin, mais vous étiez pas visiblement dans un endroit très paisible». Parce que je me réveille un peu agitée, un petit peu agitée. Je sens tout de suite, ce qui s'est passé au niveau de mon sein. Moi, je suis au niveau du sein gauche. Pas de douleur, honnêtement, voilà, j'entends les gens geindre et tout autour de moi et je suis là: «Waouh, ils ont l'air d'avoir mal». Moi, c'est carrément gérable. On m'amène ensuite en salle de réveil, enfin, dans une autre salle, ensuite et moi, j'ai trop faim, quoi. Là, on est en début d'après-midi, j'ai qu'une envie, c'est de manger, quoi et j'attends qu'on vienne me chercher désespérément, que j'ai mon téléphone aussi, que je puisse dire à tout le monde: «OK, tout va bien», parce que tout le monde s'inquiétait, de mon état. Et donc, je rentre chez moi l'après-midi. Ensuite, le soir même, il y a ma sœur qui arrive. C'est moi qui vais ouvrir la porte, elle me dit: «Bah, tu es debout, toi?» Je dis: «Bah oui, ça va et tout». Bon, ça allait bien le jour de l'opération. Les jours d'après, ça allait beaucoup moins bien. J'ai eu des contre-coups suite à l'opération. Je suis tombée dans les pommes. En plus, je suis tombée du côté de mon opération, donc j'ai eu un énorme hématome. Enfin, le post-opératoire a été, compliqué et long. La cicatrisation a été longue. Un point sur lequel je veux revenir, parce que c'est extrêmement important, c'est qu'en fait, très vite, j'ai dit ce qui m'arrivait. Je vais pas cacher. J'en ai pas fait non plus tout un truc dramatique parce que le pronostic était très bon. Mais c'était important pour moi de dire: «OK, je suis en train de traverser ça et surtout, je vais pas rester renfermée dans ma coquille, à ne pas en parler aux gens et faire comme si ça n'existait pas». Et je sais pas si vous avez vu le film La Tresse, mais justement, je voyais ce personnage, cette avocate canadienne qui est là et qui veut pas le dire à ses enfants et qui veut pas mais ça va se voir en fait, on le sait. Même si moi j'ai eu la chance de pas avoir de chimiothérapie, c'est vraiment très important de partager, de dire. Parce que en 10 ans, j'ai reçu tellement d'amour, tellement de bienveillance, tellement de chaleur des gens autour de moi. Même si bien évidemment ça les renvoie à leur peur de la maladie aussi. J'ai une amie à qui je l'ai dit et tout de suite elle a cru que j'allais mourir en fait. Et je comprends cette croyance parce que pour moi, le cancer du sein dans ma famille est associé à la mort. Et ça a été vraiment important pour moi d'en parler. Et l'autre point qui a été extrêmement important, moi, dans mon processus, c'est que très vite, je me suis dit: «OK, qu'est-ce que ce cancer, il vient me dire? Il est à gauche, à côté du cœur». Bien évidemment, avec ma sensibilité et ma façon de vouloir décortiquer les choses et mon intuition,
je me suis dit, OK, il y a quelque chose à aller creuser du côté transgénérationnel. Donc, très vite, je me suis mise en action. J'ai fait des séances avec une consultante en psychogénéalogie pour aller regarder dans mon arbre, pour aller voir qu'est-ce qui se rejouait. Et je suis allée faire une constellation familiale également pour aller traiter mon sujet. C'était vraiment important pour moi de me dire qu'est-ce qui se joue là, pourquoi c'est moi, qu'est-ce que j'ai à aller détricoter, pourquoi on me donne moi cette expérience-là. Je me dis, mais c'est quand même dingue parce qu'au moment où je crée ma structure, ma société, je veux sur le papier accompagner les personnes qui passent par là et moi je suis en plein dedans. C'est complètement incroyable. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai à comprendre? Est-ce que c'est pour me conforter dans ce choix? Est-ce que c'est parce que, au final, ce choix est arrivé à moi parce que j'allais vivre cette expérience et que j'avais besoin d'être en sensibilité par rapport à ce sujet-là? Voilà, j'ai travaillé ça et il y a un autre événement qui a été important aussi, le jour où je suis allée voir le chirurgien à Gustave Roussy. Ensuite, on voit une photographe qui prend des photos, des seins, de l'aspect, tout ça, pour voir aussi l'aspect esthétique suite à l'intervention. Et j'étais très en pose Wonder Woman, les poings posés sur les hanches. Et en fait, elle m'a autorisée à être vulnérable. En me disant, mais vous savez, vous avez le droit d'être triste ou d'être en colère, quoi. Et je sors de cet espace, qui est un espace un peu bizarre, une salle sombre et tout, pour prendre des photos. Et je sors de là, et là, je sens ma carapace qui se fissure en me disant, mais oui, en fait. Et oui, j'ai le droit d'être vulnérable parce que j'ai 42 ans, même si c'est un bébé cancer, j'ai le droit d'être triste et j'ai le droit d'être en colère, en fait. La vulnérabilité, c'est une force, c'est pas une faiblesse. Et de m'autoriser à le dire, m'autoriser à exprimer ma colère, m'autoriser à exprimer ma tristesse, ça a vraiment été important pour moi. Même si j'avais toujours dans un coin de ma tête de me dire, bon, t'as du bol dans ton malheur parce que c'est rien. C'est vraiment le stade le plus précoce qu'on peut avoir d'un cancer. T'as bien fait d'aller prendre ta mammo, t'as bien fait de t'écouter, t'as bien fait de... Voilà. Et ça, c'est pour moi un message important aussi. Écoutez-vous. Même si vous avez fait une mammo il y a 6 mois, même si votre médecin vous a dit tout va bien, mais que 6 mois après, vous remarquez un truc bizarre dans votre sein, qu'il y a quelque chose qui vous paraît anormal, vous sentez, allez vous faire contrôler. Il y a des cas comme ça, j'en connais. Allez vous faire contrôler. Écoutez-vous. Écoutez-vous. C'est vraiment important. Et c'est là où l'intuition, elle a sa part aussi. Parce que si on n'écoute pas cette petite voix intérieure qui me dit c'est quand même bizarre, je vais quand même aller contrôler. Dans le cancer, le temps peut être notre ennemi comme il peut être notre allié. Et plus on prend tôt, et plus les chances de guérison sont rapides et efficaces et pérennes. C'est vraiment très important. Et au niveau de la chronologie de tout ça aussi, je commence début 2023, donc en post-opératoire, avec voilà, une période un petit peu un peu compliquée. Et compliquée aussi sur le plan émotionnel parce que la santé de mon beau-père, qui lui a un cancer colorectal, se dégrade rapidement. Et malheureusement, on le perd. Il décède le 12 février 2023. Et ça s'est fait d'une manière aussi très spéciale, toute cette période. Vraiment, je sais que j'ai eu un rôle important à jouer dans la façon dont les événements se sont enchaînés. Et que les choses ont dû se passer de cette manière-là, parce que c'était juste. On a fait ses obsèques au moment où je devais commencer la radiothérapie. J'ai dû décaler d'une semaine. Je fais la radiothérapie en plein deuil. La radiothérapie, je prends pas de risque. Je fais appel à un magnétiseur pour couper le feu. C'est bien efficace. J'ai quand même un bon mois de radiothérapie. Donc à la fin, c'était pas mal d'avoir fait appel à un magnétiseur. Et je me retrouve au printemps 2023 à me dire mais je fais quoi là professionnellement en fait, parce que tout ça a marqué un coup d'arrêt net à mes projets,
parce que bien évidemment, en étant diagnostiquée d'un cancer du sein en novembre 2022, je me suis dit « Ouais, mais si j'ai de la chimio à faire, je ne serai pas en mesure d'accompagner les gens, je ne peux pas lancer des programmes, je ne peux pas lancer des accompagnements maintenant, je ne sais pas dans quel état je vais être dans quelques mois. » Et ça m'a complètement déstabilisée et j'ai vraiment eu besoin de stabilité. Donc en 2023, j'ai pas mal postulé à des postes en CDI parce que je me suis dit ok, dans ces sujets-là, maintien en emploi, je restais sur le retour à l'emploi après la maladie, je restais sur ces sujets-là. Fin 2023, je commence à regarder un petit peu plus large parce que je me rends vite compte que en fait, après mon expérience, alors autant je me sens légitime, mais en fait, j'ai plus envie de parler de ça. J'ai envie de mettre ça derrière moi et j'ai pas envie de passer mon temps avec des gens qui sont en train de vivre ou qui ont vécu la même chose que moi, dans des degrés le plus souvent beaucoup plus importants. J'ai pas du tout envie de ça. Et d'ailleurs, à ce moment-là, je fais partie d'un des cercles Healing Circles européens pour les personnes qui ont eu ou qui ont un cancer. Et c'est trop difficile pour moi émotionnellement. Vraiment, c'est difficile. J'ai l'impression de remettre 5 balles dans la machine à chaque fois. C'est trop compliqué. Donc je décide de vraiment me bifurquer, de partir sur des sujets plutôt de qualité de vie au travail au niveau pro. Et c'est vraiment que depuis l'année dernière, depuis 2024 et 2025, où je suis aux côtés de 2 personnes proches que je connais et qui passent par le cancer du sein, qui ont toutes les 2 le même protocole d'ailleurs. Et en fait, c'est OK pour moi de parler de mon expérience. Ça m'est déjà arrivé aussi avant des personnes qui avaient des inquiétudes parce qu'il y a une masse et puis au final, c'est pas une tumeur. Je me retrouve à être aux côtés de ces personnes, d'échanger avec elles, de pouvoir être à leur écoute, de pouvoir... parce qu'on sait. Parce qu'on sait les ressentis, même si moi, j'ai pas eu le même traitement, mais il y a une partie du chemin qui est le même. Et je peux vous dire une chose aussi, c'est que quand on a un cancer, on n'a pas envie d'entendre des phrases toutes faites. On n'a pas envie que ce soit minimisé. On n'a pas envie de dire « Ah ben les cheveux, ça repousse ». On n'a pas envie de recevoir de conseils de personnes qui n'ont pas vécu ça. On a juste envie de recevoir de l'amour et de la bienveillance, en fait. Je pense que c'est important parce que j'ai déjà entendu des gens dire des choses et du coup, c'était maladroit. Et je dis « Mais non, c'est pas ça qu'on a envie d'entendre quand on traverse ça. Quand on traverse cette expérience, on n'a pas envie du tout d'entendre ce genre de choses, quoi. » Et ça, c'est important aussi parce que j'ai envie de sensibiliser les personnes qui ont des proches qui traversent ça. Et j'ai envie de dire, soyez présents à eux, donnez de l'amour. Et ça, c'est déjà énorme parce que ça aide, pas rester seul. La maladie, même si on est seul à la traverser, déjà on n'est pas seul sur Terre à la traverser, mais s'entourer, c'est essentiel. Et ça fait partie du processus de guérison, vraiment. Aujourd'hui, on arrive à me dire mais pourquoi pas Pourquoi pas de nouveau accompagner les personnes qui ont eu ou qui ont un cancer. J'observe autour de moi, j'observe en moi aussi ce qui se passe et comment je me sens à l'aise par rapport à ça. Je me sens pas illégitime, ça c'est sûr. Mais je verrai ce que l'avenir me réserve. Mais c'est une porte que je suis OK de laisser ouverte maintenant. Et donc, mes derniers conseils, c'est ne restez pas seul. Et faites-vous contrôler, s'il vous plaît. Faites-le pour vous. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, c'est de prendre soin de vous. Et il n'y a que vous qui pouvez le faire pour vous-même. Voilà, avec tout mon amour.